bonjour, bienvenue à tous, welcome to everyone. Il nous manque quelques absents, les taxis sont pris quelque part entre l'aéroport et ici, mais bon, on n'a pas de contrôle là-dessus. On va faire quelque chose d'inusité. Je vais vous inviter à applaudir les organisateurs, bénévoles, le comité qui a rendu ça possible. Moi, je vis la conférence qui s'en vient comme une nouvelle noce. Hein? C'est après 10 ans, là, c'est comme si on avait envie de se retrouver puis de dire qu'on s'aime encore, qu'on veut continuer l'aventure de la Convention ensemble. Et je salue tout particulièrement des gens qui sont venus de très loin. La salle est multicolore, c'est formidable. Des gens qui sont à ma gauche, qui sont à ma droite, l'autre gauche, qui sont venus d'Abitibi-Témiscamingue, des gens qui sont venus de Suisse, des gens qui sont venus de Paris, des gens qui sont venus du Sénégal, du Togo, du Congo, des gens qui sont venus de Toronto. Il y en aura aussi d'Ottawa. So this is going to be a national bilingual event. Il y aura aussi des présentations en anglais. Si vous n'avez pas déjà pris votre casque d'écoute, ça se passe derrière. And everyone is free and should feel free to speak in the language of his choice. Hein? Je vois Mme Cameron qui est bien contente. Mrs. Cameron, you're also welcome to address the group in English. Catherine, des gens de Vancouver, etc. Sharon, qui est venue d'Ottawa, Sharon Jonat. Alors, je voudrais tout de suite vous dire que cet événement, c'est l'aboutissement d'une longue marche qui a commencé en septembre 2013, que plusieurs étaient témoins, étaient présents avec nous quand on a commencé à regarder l'ensemble de l'œuvre. Souvent, la Convention, c'est l'aspect commerce-culture, et elle est bien connue pour ça, mais en fait, quand on regarde l'ensemble de l'œuvre, il y a des aspects de coopération internationale, de développement international, il y a de l'action culturelle pour le changement social qui se fait aussi un peu partout. Et c'est toutes ces questions-là qu'on avait abordées, la question du numérique qui va revenir évidemment dans les prochains jours. Le comité scientifique nous avait lancé le pari des universitaires qu'on avait rassemblés autour de cette vague idée d'une conférence, d'en faire une série. Et c'était une bonne idée. Ça nous a mené, après Montréal, à refaire Montréal spécifiquement sur le numérique, à passer par Moncton, parler du rôle de la culture dans le développement local des communautés en situation minoritaire. De Moncton, on est allé à Ottawa, parler du rôle des jeunes, du numérique, de nouvelles pratiques, de stratégies. Vancouver, où la Convention est moins connue, mais où il y a un appel très fort, en particulier des groupes autochtones, vous le devinerez, et des industries culturelles pour qu'il y ait une politique digne de ce nom. Et nous voici maintenant à Québec. Je pense que c'est tout à fait approprié que ça se termine à Québec, capitale nationale, ici, et lieu peut-être d'où est née cette idée, cette folle aventure. Je vois M. Bernier qui est dans la salle et qui va nous adresser la parole. On avait fait le pari aussi de toujours dans ces rencontres, un tiers, un tiers, un tiers. On souhaitait que ça soit une rencontre de gens qui sont l'État parti. Qui a signé la Convention? C'est le gouvernement. Le gouvernement national, les gouvernements provinciaux et municipaux aussi qui s'impliquent dans la diversité. Les universitaires, peut-être moins présents ces dernières années, très présents au moment de la Convention et qu'on voulait réengager. On voulait les avoir avec nous. Ils font partie de la société civile. Et la jeune génération peut amener une réflexion des études qui aident à renforcer le plaidoyer de la société civile, à démystifier puis à expliquer ces enjeux. Et l'autre tiers, c'est les gens des groupes du milieu culturel, les membres de l'association de la coalition. Et je voudrais savoir, à main levée, qui représente aujourd'hui le milieu universitaire. On va voir si on réussit notre pari, un tiers, un tiers, un tiers. Milieu universitaire. Pas mal un bon groupe. Le milieu qui se considère culturel, des associations culturelles moins représentées aujourd'hui, et l'État parti. Une bonne représentation de l'État parti. Donc, le milieu culturel est un petit peu plus faible aujourd'hui. Vous aurez vu dans le programme, c'est une invitation à tous nos panélistes d'essayer, puis moi-même, là, j'aime beaucoup parler devant le public, alors j'essaie de me retenir. On veut du temps de conversation avec la salle. Moi, je dis toujours, il y a autant d'expertise
dans la salle qu'il y en a en avant. Et on va essayer tout le long des prochains jours de limiter les panels puis d'avoir des échanges interactifs. On filme tout. Il y a Daniel Hardy qui est derrière, il y a Sarah qui est ici, ça va tout être filmé. On est en webcasting quand les moments importants méritent d'être envoyés à la blogosphère pour qu'on soit suivi. Et donc, les questions, il n'y a pas de mauvaises questions. Hein? Il faut se permettre d'échanger, puis de se poser des questions, bien sûr, sur le passé, mais surtout sur l'avenir. Où allons-nous avec cette convention-là, 10 ans plus tard, et face à ces défis? Je l'ai dit hier soir à Montréal, il y avait une réception, c'est le pari de la relève aussi, cette conférence. Beaucoup de jeunes chercheurs qui ont été sélectionnés par appel de candidature. Merci au Centre de la francophonie des Amériques qui nous permet d'avoir Sandra de Colombie et Nathalie d'Ontario, français. Et merci à l'OIF. J'ai vu aussi Yuma Fall, Toussaint Etienne Ribeago qui ont été partenaires et qui permettent à Kevin et à Ulrich de venir aussi parler de ces réalités dans les pays du Sud. Nous aurons des rapporteurs. Il y aura prise de notes pour la publication des actes du colloque et ceux qui auraient envie de commettre un article scientifique pour contribuer. Je vois Véronique, je vois Diane Saint-Pierre. Il y a un comité de lecture, on a le budget, on a une chargée de projet. Donc, c'est l'occasion de réfléchir et de laisser une trace à l'occasion du 10e anniversaire qu'on pourra, espérons-le, présenter à l'UNESCO plus tard dans l'année. Et puis, je vous souhaite un excellent colloque. Je cède maintenant la parole à Mme Christine Saint-Pierre, qui a été bien patiente. Bienvenue, Madame la ministre des Relations internationales et de la francophonie. À vous la parole. Merci. Alors, bonjour à vous tous et à vous toutes. Tout d'abord, moi aussi, je veux vous féliciter pour l'organisation de ce colloque, de souligner ces 10 ans, c'est fort important. Et j'ai pris le temps de regarder, je n'avais pas vu tout le programme, tout ce dont vous alliez discuter pendant ce colloque, et je trouve que c'est absolument formidable de prendre le temps de voir ce qui s'est fait et bien sûr de regarder l'avenir. Et je souligne la présence de mon ancienne collègue, Mme Lynne Beauchamp, qui est aujourd'hui notre représentante à l'UNESCO, mais qui a été là au moment de la signature il y a 10 ans. Ça passe vite, n'est-ce pas, 10 ans? Alors, c'est un beau travail qui a été fait, puis il faut le poursuivre et il faut continuer à parler, à propager la bonne nouvelle. Alors, permettez-moi aussi, tout d'abord, de vous transmettre, bien sûr, les salutations de ma collègue, la ministre de la Culture et des Communications, et qui est aussi ministre responsable de la promotion et de la protection de la langue française, Madame Hélène David, qui est aujourd'hui la chanceuse à Paris pour cet immense et grand événement de l'entrée à l'Académie française de Dany Laferrière, notre chère Dany Laferrière. Et j'ai vu quelques photos ce matin. Ça semblait absolument fantastique et formidable de voir ce grand homme faire son entrée à l'Académie. Je tiens tout particulièrement, dis-je, à remercier la Coalition pour la diversité culturelle, la Faculté de droit de l'Université Laval et l'Institut national de recherche scientifique de m'offrir, bien sûr, ce privilège de prendre la parole à cet important rendez-vous visant à souligner le 10e anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles de l'UNESCO. Cet événement anniversaire s'inscrit dans la foulée des nombreuses initiatives auxquelles est associée la Coalition pour la diversité culturelle, un organisme, bien sûr, que je connais, que j'estime beaucoup pour son dynamisme et son dévouement à l'égard de la promotion, de la ratification, de la mise en œuvre de la Convention. Comme beaucoup parmi vous le savent, le dossier de la Convention est un dossier d'une importance capitale à mes yeux. Depuis plusieurs années, à des occasions très diverses, soit dans mes fonctions comme ministre de la Culture ou dans mes fonctions aujourd'hui, et sur de nombreuses tribunes, j'ai pris fait et cause en faveur de cette convention, et à chaque fois que je faisais des rencontres bilatérales, je ne ratais pas l'occasion de parler de la convention et de l'importance de sa ratification. Je le fais aujourd'hui dans mes fonctions actuelles relatives aux relations internationales et la francophonie, mais bien sûr, je l'ai fait comme ministre de la Culture. Je suis donc en pays de connaissances aujourd'hui, je dirais même plus en compagnie d'amis et d'alliés de la culture.
Je dois aussi vous dire que je suis très impressionnée par le prestigieux aéropage que les organisateurs ont réuni pour célébrer et mesurer le chemin parcouru en ces 10 ans de mise en œuvre de la Convention sur la diversité des expressions culturelles. Nous sommes en présence d'hommes et de femmes qui ont été au cœur des événements depuis le tout début. J'aimerais souligner la contribution exceptionnelle d'un grand homme qui s'est dévoué, dès le début, à la promotion et à la défense de la diversité des expressions culturelles. Je pense que vous l'avez évidemment deviné. On peut le baptiser le père de la Convention, M. Yvan Bernier. Alors, je pense que vous méritez des applaudissements. On le sait, vous êtes un juriste d'une grande réputation, M. Bernier. Vous avez posé les bases juridiques rendant possible la concrétisation de cet important instrument. Il n'est pas étonnant que le directeur général de l'UNESCO de l'époque ait invité M. Bernier à faire partie du groupe d'experts indépendants chargé d'établir les fondements d'un avant-projet de convention qui, après 3 réunions d'experts indépendants, 3 sessions d'experts intergouvernementaux a mené à l'adoption en 2005 de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Je salue donc aujourd'hui l'apport de M. Bernier et rappelle que son legs se poursuit à travers le réseau international des juristes pour la diversité des expressions culturelles qu'il a fondé en 2008, avec la chercheuse et professeure de renommée internationale, Madame Véronique Guévremont. Elle est ici, évidemment, parmi nous présente. Vous le savez très bien. Les travaux de ce réseau, lequel réunit une 50aine de juristes en provenance de 21 États, sont désormais connus du secrétariat et de l'ensemble des parties à la Convention. Il ne fait aucun doute qu'ils continueront pour les années à venir à être une référence tant au Québec que sur la scène internationale sur les questions liées à la mise en œuvre, au suivi, à l'interprétation de la Convention. Nous avons un devoir, bien sûr, puisque nous avons été les tout premiers, alors il faut que nous continuions à montrer le chemin. Ce 10e anniversaire est une belle occasion de rappeler que le Québec, inspiré par sa situation d'exception culturelle et son soutien résolu à la culture, a agi comme précurseur dans l'élaboration et l'adoption de la Convention. Dès la fin des années 90, le gouvernement du Québec recommandait sans réserve l'adoption d'un instrument juridique international qui réaffirmerait le droit des gouvernements de définir et de mettre en œuvre leur politique culturelle. Nous affirmions à l'époque et encore aujourd'hui que les politiques culturelles des États ne sauraient être assujetties aux simples règles des marchés et des accords de commerce. Il ne s'agit pas de nier les bienfaits des accords commerciaux. Ceux-ci proposent une ouverture des marchés qui a des effets bénéfiques, bien sûr, sur l'économie mondiale et particulièrement sur la nôtre, largement tributaire des marchés extérieurs. Cependant, la culture ne se résume pas à une simple marchandise. Je pense qu'on l'a dit, on l'a répété, et nous allons continuer de le répéter et de le dire. Son potentiel de vitalité pour la santé sociale et économique de nos sociétés, son pouvoir de créativité qui en fait un immense réservoir d'innovation, son caractère inaliénable pour l'identité des peuples, toutes ces caractéristiques fondamentales font qu'elle est constituée d'une vaste constellation de productions humaines et d'œuvres infiniment diversifiées qui ne sont pas des produits comme les autres. Et pour les nations comme la nôtre, son dynamisme, sa santé, voire sa survie sont liés au soutien des pouvoirs publics. D'ailleurs, nous pouvons assurer sans l'ombre d'un doute que le Québec a conservé sa spécificité et son identité grâce aux moyens que se sont donnés nos gouvernements successifs pour assurer l'expression et le développement de notre culture. Nous avons réussi à faire entendre nos convictions et à les partager avec un grand nombre de pays partenaires sur la scène internationale, dont les gouvernements de la France et du Canada, qui ont été à nos côtés dès le début. Nous avons été actifs au sein de plusieurs forums. Je pense au groupe franco-québécois sur la diversité culturelle, au réseau international sur la politique culturelle mis sur pied par Mme Sheila Copps, ministre du patrimoine canadien de l'époque, à l'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr, et finalement à l'UNESCO. Et à la suite de cette grande mobilisation internationale, nous avons remporté une immense victoire. Le 20 octobre 2005, la Conférence générale de l'UNESCO a adopté la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions
culturelle. J'étais journaliste dans ce temps-là et je me souviens d'avoir suivi ça à Radio-Canada. Je suivais les discussions et tout ce qui se faisait à l'époque pour arriver à cette signature. Le 16 novembre suivant, le gouvernement du Québec, je pense que vous allez le répéter pendant ce week-end, a été le premier gouvernement au monde à se déclarer lié par décret au texte de la Convention, suivi de près par le Canada, qui fut le premier État à ratifier cette dernière. Ce furent des moments décisifs et excitants car il s'écrivait une page de l'histoire. Ce colloque sera une occasion unique d'y revenir en compagnie de personnes qui ont été aux premières lignes du combat, qu'on va qualifier du Club des ex, semble-t-il, en fin de semaine, aux premières lignes du combat pour la diversité des expressions culturelles. Je pense bien sûr à mes prédécesseurs et homologues que je salue, Louise Baudouin, Sheila Copps, Lisa Froula, Lynne Beauchamp, aujourd'hui représentante du gouvernement du Québec au sein de la délégation permanente du Canada auprès de l'UNESCO. Elles se sont passées le relais et ont collaboré sans égard à leur appartenance politique. Je souligne d'ailleurs la belle unanimité des partis politiques à l'Assemblée nationale sur cette question, preuve que le Québec parle d'une seule voix lorsque notre identité est en jeu. Aujourd'hui encore, nous travaillons activement à la mise en œuvre de la Convention. Nous faisons la promotion de ces principes et objectifs au Québec, au Canada, ainsi qu'au sein d'enceintes internationales, dont celles où se négocient les accords de commerce. Nous veillons à ce que le plus grand nombre de pays la ratifient. À cet égard, je salue le premier ministre Pierre-Marc Johnson, qui a eu la délicate et exigeante tâche d'être négociateur en chef du Québec pour l'accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne. C'est entre autres grâce à ces efforts que la question de la diversité des expressions culturelles a été mise à l'avant et qu'une référence à la Convention a été incluse dans le préambule de l'accord. Et dans mes anciennes fonctions de ministre de la Culture, j'ai eu à rencontrer M. Johnson à plusieurs reprises et c'était vraiment pour nous essentiel, bien sûr, mais de l'avoir comme complice dans cette tâche. Nous étions très contents de voir qu'il comprenait bien sûr l'importance et il fallait qu'il porte le ballon et ça, je pense qu'il faut le saluer. Sans aucun doute, cette référence contribue au renforcement de cet instrument juridique international dont le gouvernement du Québec a été un ardent promoteur à l'heure où se négocient des accords commerciaux avec des États non partis à la Convention, comme le partenariat transpacifique. Il y a d'une importance capitale que les partis à la Convention maintiennent leurs engagements vis-à-vis de la Convention et soutiennent leur droit de soutenir leur culture et leurs industries culturelles. J'ajoute modestement que j'ai pour ma part placé la diversité des expressions culturelles au centre de mes préoccupations depuis mon premier mandat au sein du gouvernement du Québec. Alors que j'étais ministre de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, j'ai présidé la rédaction de l'agenda 21 de la culture. Et tout à l'heure, j'ai reconnu des visages là, parmi vous avec qui j'ai travaillé et pour arriver à cet agenda 21 de la culture. Ce cadre de référence est notre contribution à l'article 13 de la Convention qui préconise l'intégration de la culture dans les politiques de développement à tous les niveaux en vue de créer les conditions propices au développement durable. À ce jour, la Convention a été ratifiée par 138 États, de même que par l'Union européenne. Je suis très fière du fait que le gouvernement du Québec ait contribué par ses nombreuses interventions et représentations à succès. Cependant, nous avons encore beaucoup de travail à réaliser afin de mettre en œuvre cette Convention. Le numérique est une dimension transversale, incontournable et un levier de développement économique pour tout le réseau de la culture. Les politiques culturelles doivent impérativement tenir compte des technologies numériques dans leur déploiement. Notre gouvernement a déjà pris des initiatives en ce sens. Nous avons par exemple lancé en septembre dernier le plan culturel numérique du Québec. Ce plan relève bien sûr de ma collègue Madame la ministre Hélène David. Il a été conçu pour aider les milieux culturels à effectuer une transition harmonieuse dans l'environnement numérique. Et le numérique est puissant et fort des nouvelles technologies, vous le savez, vous vous en rendez compte. Parfois, on se dit, bon, ben, ça peut empêcher certaines choses, diminuer l'impact
Par exemple, dans la question du disque ou dans la question du livre, il y a des bouleversements énormes qui se font et je pense qu'il faut les accueillir, bien sûr, ces bouleversements-là, en se disant, bien, il faut s'en servir comme étant des leviers. Et tout à l'heure, j'étais tout à fait fascinée de pouvoir lire, presque en temps réel, le texte de Dany Laferrière lorsqu'il a fait son entrée à l'Académie. C'est ça, le numérique, ça veut dire ça, les nouvelles technologies. On est capable d'être à plusieurs milliers de kilomètres de distance et être capable de pouvoir avoir accès à des événements comme celui-ci. Alors, il faut le voir aussi comme quelque chose de fort, de puissant, mais il faut évidemment se protéger dans tout ça. Donc, cela signifie que nous prenons notamment les moyens afin de saisir les expériences, les extraordinaires opportunités des espaces numériques pour la culture québécoise, notamment en termes de rayonnement sur la scène internationale. Nous devons le faire au sein d'un environnement très changeant, notamment en raison de l'essor, bien sûr, du numérique. À ce sujet, nous avons exercé un leadership afin que les organes de la Convention débattent de l'impact des technologies numériques sur la diversité des expressions culturelles. Les technologies numériques représentent des occasions et des défis pour la diversité des expressions culturelles et il m'apparaît essentiel que la réflexion et les travaux sur le sujet se poursuivent à l'UNESCO et que des pistes d'action soient engagées par les parties pour mettre en œuvre la Convention dans l'environnement numérique. En ce sens, c'est avec une grande satisfaction que j'ai accueilli l'adoption à l'occasion du 15e sommet de la francophonie à Dakar, en novembre dernier, d'une résolution sur la Convention et le numérique que nous avons proposée conjointement avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette résolution encourage expressément les États et gouvernements membres de l'Organisation internationale de la francophonie à réfléchir et à agir en faveur de la diversité des expressions culturelles dans l'environnement numérique. Si nous célébrons cette année le 10e anniversaire de la Convention, nous savons que cette dernière est encore jeune, qu'il reste du travail à accomplir, que les défis demeurent. C'est pourquoi ces forums réunissant les acteurs publics, privés et ceux de la société civile sont essentiels. Ensemble, nous pouvons réfléchir aux meilleures façons et opportunités de protéger et de promouvoir la diversité des expressions culturelles au Québec, au Canada et sur la scène internationale. Encore une fois, je vous félicite à vous tous, les organisateurs de cette conférence, pour votre apport inestimable à la cause de la culture. Vous jouez un rôle de premier plan dans la mise en œuvre de la Convention. Vous consacrez également des efforts constants afin de garder vivant l'enjeu de la diversité des expressions culturelles dans les médias, de même que dans les agendas des chefs d'État et de gouvernement, des agents de progrès social et des leaders de nos communautés. Je remercie également l'équipe de la secrétaire de la Convention sur la protection de la promotion de la diversité des expressions culturelles, Mme Danielle Clich, et ses collaborateurs qui accomplissent un travail extraordinaire. Enfin, merci et bravo aux membres de la Société civile du Québec qui ont une attitude exemplaire, positive et proactive pour la promotion de la Convention dans l'espace public. Vous êtes évidemment des partenaires essentiels, vous l'avez bien souligné tout à l'heure. Nous devons à tous ensemble dans ce grand enjeu. Alors, je vous souhaite un excellent colloque. J'aimerais vous inviter à contribuer à votre manière à ces célébrations du 10e anniversaire de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles. Je vais rester un petit moment. Je dois retourner en chambre tout à l'heure. J'ai 4 petits discours à faire, mais dans d'autres dossiers. Mais je vais vous revoir plus tard en fin d'après-midi parce que je serai présente à l'Assemblée nationale aux parlementaires où vous aurez l'occasion de partager le verre de l'amitié. Alors, ça me ferait plaisir d'être avec vous à ce moment-là pour partager ce verre de l'amitié. Je vous souhaite un excellent colloque et vraiment de beaux débats. Merci beaucoup.